Très bien. Donc, bonjour à tous. Je suis Régis Castéran, donc je suis expert technique en ingénierie des systèmes chez Expleo. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'approche qu'on a déployée, la modélisation de systèmes, ici dans le cadre de ce webinaire de signalisation, mais ça peut s'appliquer à d'autres types de systèmes. Et aussi basé sur les patrons, qui est un concept qui me tient beaucoup à cœur sur ces 2 dernières années et qui va nous permettre d'automatiser un certain nombre de choses pour arriver à assurer la consistance de la modélisation de ces systèmes. Tout d'abord, Expleo en bref. Donc, on est une société qui a maintenant 2 ans, près 14 000 collaborateurs, et on est répartis dans un peu plus de 30 pays. On intervient autour de 3 branches principales, le conseil, auquel j'appartiens, l'ingénierie et la qualité. Tout d'abord, je souhaiterais vous présenter un petit peu le contexte de modélisation qui a été mis en œuvre et sur lequel je vais m'appuyer dans cette présentation, qui est à la fois un contexte de modélisation système de système et aussi ligne de produit, à travers une problématique commune qui est une problématique de gestion de la vitesse et de l'accélération de matériel roulant, que ce soit sur la grande ligne, donc à gauche avec le système European Transport Control System, et à droite sur la partie CBTC, comme on a parlé Jérôme juste avant. Alors, sur ces contextes-là, il faut savoir qu'on est intervenu pendant à peu près 4 ans dans ce genre de démarche. Donc, sur la gauche, sur les trains grande ligne, sur une transition entre ce qu'on va appeler le niveau 1, où finalement le train se basait uniquement sur des balises qui étaient positionnées à intervalles réguliers en amont d'un feu de signalisation. Donc ici à gauche, il y avait un lien entre les différentes balises que vous pouvez voir ici, qui a été supprimé dans le niveau 2 et qui a été remplacé par un lien radio. Donc forcément, comme l'a dit Jérôme dans sa présentation avant, on est sur le plus haut niveau de sécurité ferroviaire. On est sur des applications de niveau SIL 4. Et de l'autre côté, côté CBTC, donc sur le principe de communication au niveau du matériel roulant sur la rame entre 2 stations, avec du coup la supervision du déplacement. Et pour ce faire, cette supervision, c'est le contexte que je vous ai indiqué en orange, on est intervenu sur le calculateur embarqué qui lui-même va du coup interagir avec des éléments qui sont situés au niveau du matériel roulant, mais aussi au niveau du sol pour calculer la consigne de vitesse et du coup valider cette consigne de vitesse en fonction des courbes qui vont être déterminées à l'avance, courbes de freinage, courbes d'accélération. Du coup, sur la partie mainline, le calculateur embarqué est un calculateur, pour vous donner un ordre de grandeur, qui va imbriquer environ une vingtaine de cartes électroniques qui va être stocké dans une armoire avec d'autres équipements pour faire la communication entre les balises qui sont liées au sol et les balises GSMR, les balises radio. Côté droite, on est à peu près sur le même degré de complexité, hein, donc on est encore sur une armoire et on est avec du coup un calculateur qui va se découper en 2 grandes fonctionnalités. Une partie Train Operation, ATO, et une partie Train Protection, ATP. Objectif de modélisation maintenant, donc finalement, lorsqu'on en est intervenu dans ces contextes, on a toujours observé du coup, et c'est quelque chose qui est assez partagé au niveau de la communauté, une tendance dans un premier temps chez les industriels qui sont intervenus sur ces technologies de vouloir nommer quelqu'un qui est expert du domaine, ce que nous ne sommes pas particulièrement. Nous avons des connaissances sur le domaine lié au transport public, lié au CBTC, lié à l'ERTMS, à l'ETCS, mais voilà, on ne se présente pas comme étant des experts. Et de vouloir lui donner la charge de déployer la méthode de modélisation à travers le choix d'un processus, à travers le choix de méthodologie, à travers le choix d'outils, tout en respectant un certain nombre de standards, que
ce soit les standards liés à la sûreté de fonctionnement dans ce cadre-ci, ou que ce soit des standards liés à l'ingénierie logicielle ou à l'ingénierie des systèmes. Et du coup, il va inévitablement se confronter à des problématiques qui sont liées au fait qu'il y ait beaucoup d'outils qui soient existants dans le marché avec une documentation et donc une praticité qui est plus ou moins bien connue, plus ou moins bien partagée, avec des problématiques sur la connaissance liée à finalement la méthodologie, c'est-à-dire si vous prenez par exemple UML, SysML, quel élément de modélisation pour modéliser quel concept, et ensuite des problématiques, comme on l'a vu tout à l'heure un petit peu avec Jérôme et qu'on a échangé, de vérification de la consistance et de la qualité de ce qui a été modélisé. Donc notre approche est plutôt de venir en conseil, accompagner ces experts métiers et faire un certain nombre d'étapes que je vous ai repris juste en bas, qui est du coup une reprise du patrimoine d'ingénierie des systèmes. Donc ce qui est sûr, c'est que finalement, il y a un existant. Jérôme nous a montré SADT, d'autres sociétés utilisent d'autres méthodes ou sont partis sur d'autres concepts pour formaliser leur analyse système. Donc c'est de reprendre ce patrimoine, de formaliser la sémantique, d'identifier les différents niveaux d'architecture et de décomposition d'architecture pour arriver à la définition d'un métamodèle. Ensuite, instantiation de ce métamodèle sur le patrimoine d'ingénierie des systèmes. Donc, on va du coup vérifier via le métamodèle un certain nombre de règles, déployer un certain nombre de patrons, et j'y reviendrai tout à l'heure, pour assurer une consistance, améliorer le patrimoine, mettre en œuvre la vérification de la sémantique structurelle et mettre en œuvre la variabilité sur la ligne de produit. Et in fine, l'objectif étant pour un certain nombre de générer des artefacts qui peuvent être des dictionnaires de données, des spécifications, des fichiers de configuration logicielle. On parlait aussi de squelettes tout à l'heure avec Jérôme, donc on peut arriver jusqu'à ce genre de génération liée aux domaines métiers qui vont être clients de la modélisation faite au niveau de l'ingénierie des systèmes. Alors du coup, je vous propose de commencer avec un petit extrait de la sémantique qui va nous permettre finalement de parler de ce métamodèle. Donc il est important de poser dans une première étape les sémantiques et de pouvoir faire des liens entre les différents concepts. Alors vous m'excuserez pour les définitions anglaises, hein, je n'ai pas forcément pris le temps de les passer dans une définition française, mais vous voyez que déjà on est allé chercher différents standards pour trouver une définition à notre sémantique, à nos concepts liés à la sémantique et au métamodèle. Donc la notion de flux, la notion de fonction, qui va se baser sur la transformation de flux d'entrée en flux de sortie, la notion d'interface fonctionnelle, qui va nous permettre de parler d'interface entre deux éléments qui vont s'échanger des flux, la notion d'interface physique qui va nous permettre de parler d'échange de flux entre deux systèmes et la notion de système à proprement parler. Une fois que cette sémantique est posée, là, nous allons pouvoir passer à l'étape liée au métamodèle et donc à l'expression de cette sémantique dans le métamodèle que l'on va utiliser pour modéliser nos deux calculateurs. Pour cela, on va utiliser le mécanisme de règles et de filtres d'architecte. Et vous voyez ici l'ensemble des possibilités que nous avons mis dans le métamodèle. Donc avec à gauche le système qui peut être composé de systèmes, donc dans une approche système de système, lui-même composé d'éléments qui peuvent être des éléments non sécuritaires ou non de sûreté et des éléments de sûreté. En relation avec des systèmes contributeurs qui eux-mêmes ont des éléments contributeurs avec des fonctions contributrices qui vont pouvoir échanger des flux. Donc ici, vous avez un flux vert, donc un flux non de sécurité, non de sûreté,
qui va alimenter une fonction de sécurité, qui va nous donner un flux de sécurité pour alimenter une fonction non sécuritaire, et ainsi de suite. Et ensuite, sur le bas du modèle, vous avez de la représentation, vous avez l'allocation des flux sur les interfaces fonctionnelles. Donc ici, une interface fonctionnelle entre un élément de sûreté et un élément de, je dirais, non de sûreté. De la même façon, ici, c'est le flux vert qui est là, que vous voyez, qui est directement alloué. Et le même mécanisme d'allocation qu'on va avoir sur le bas, entre des interfaces fonctionnelles, donc Functional Interface 2, ici, avec Physical Interface, donc l'allocation directe de l'interface fonctionnelle sur une interface physique. Ce principe d'allocation, on va le retrouver, comme l'ont dit Nicolas et Jérôme précédemment, sur les arbres d'architectes. Et c'est vraiment là que va se faire tout le travail d'allocation, qui est un travail fondamental en ingénierie des systèmes, entre les différents niveaux. Alors, je vous ai représenté ici quelques niveaux du métamodèle qu'on a mis en œuvre. Donc, à gauche, le premier arbre, qui est l'arbre d'analyse fonctionnelle. Donc, on voit en fait toutes les fonctions, que ce soit des fonctions contributrices qui sont ici, des fonctions du système qui sont ici, du système d'intérêt, comme on dit dans le jargon, avec la décomposition de ces fonctions jusqu'à atteindre un niveau d'allocation. Donc le niveau vert, fonction non de sécurité, non de sûreté, fonction rouge, fonction de sûreté. Donc ici un exemple où on voit que la fonction gérer les indicateurs CBTC BOR est allouée à l'applicatif ATO, même applicatif ATO étant dans le niveau, dans l'élément applicatif de l'élément CBTC. Et ensuite, on voit donc ici, on est dans un espace qu'on va dire d'architecture fonctionnelle ou d'architecture logique, en fonction des jargons et des méthodes utilisées, où finalement, on a alloué une fonction à un premier niveau d'éléments pour préparer la décomposition système. Puisque, in fine, ce que l'on veut, c'est savoir où allouer les éléments, étudier les différents scénarios, les différentes solutions que l'on a en face de nous pour préparer finalement ce qu'on appelle la décomposition produit, c'est-à-dire la réalisation concrète des systèmes de systèmes. Et vous voyez ici en bleu, de la même façon, on retrouve tout en haut en bleu foncé des systèmes contributeurs, le système CBTC, à l'intérieur un sous-système qui s'appelle TCC, et finalement l'allocation qu'on va aller chercher, qui est un sous-sous-système qui s'appelle IFEL TCC. Forcément, l'étape ici n'est pas finie, hein, donc ce que je vous disais, hein, ici vous avez plutôt un système breakdown structure, comme on dit dans le jargon. Il faudra passer sur un product breakdown structure pour savoir finalement quel est l'élément physique qui réalise. Est-ce que c'est une carte électronique? Est-ce que c'est un module logiciel? Est-ce que c'est un élément mécanique? Et ainsi de suite. Et de la même façon, vous avez la possibilité en amont d'avoir l'arbre des exigences avec du coup toute on va dire tous les liens entre les différents niveaux d'exigence, liens de dérivation, liens de satisfaction et on va dire aussi la partie objectif qui est on va dire le début de l'ingénierie des exigences. Donc finalement une lecture qui va se faire par niveau d'abstraction et du coup de haut en bas, et une lecture de gauche à droite qui va se faire dans la réduction du champ des possibles pour arriver jusqu'à l'expression d'une variante du système de système. Et ici, à droite de la fenêtre, vous voyez l'outil que propose Architect, qui est l'outil Location, qui permet, dans un clic sur l'élément que l'on a sélectionné, qui est la fonction, de voir toutes ces étapes d'allocation résumées. Alors forcément, ce qui nous intéresse, et c'est ce qu'on disait, c'était dans l'approche de modélisation, une fois qu'on a fait tout ça, c'était de vérifier la consistance de la formalisation, de vérifier la qualité de ce que l'on a fait. Et donc du coup, la notion de patron, on l'a vraiment focalisé là-dessus, c'est-à-dire sur la formalisation et l'automatisation des éléments qui se répètent de façon prévisible
afin d'améliorer l'efficacité et la consistance du modèle. Pour cela, il y a deux niveaux, quels que soient les outils que l'on veut utiliser, et du coup, Architect s'inscrit pleinement dans ces deux niveaux. On a un niveau a priori, où on va utiliser les règles et les filtres d'Architect, donc on va utiliser la sémantique structurelle du métamodèle pour arriver déjà à verrouiller l'utilisation des concepts et interdire un certain nombre de choses et en autoriser d'autres. Le niveau a posteriori, à l'aide de scripts Python basés sur l'API d'Architect, où là, finalement, une fois la démarche de modélisation, on va venir vérifier un certain nombre de règles a posteriori sur ce qui a été fait. Donc, on a mis en œuvre, et je vous montre l'exemple, par exemple, du patron production-consommation. Donc, finalement, règles de production, règles de consommation entre les différentes fonctions. Donc, une fonction produit au moins un flux fonctionnel et consomme des flux fonctionnels et ou de sûreté, flux vert, flux rouge, comme je vous ai montré avant. Elle ne produit pas de flux de sûreté. Ça, c'est une règle qui est plutôt du métier. De la même façon, à l'inverse, une fonction de sûreté produit au moins un flux de sûreté et consomme des flux fonctionnels et ou de sûreté. Et elle peut produire, bien sûr, des flux fonctionnels. Donc, ce patron-là est exprimé directement sur le niveau a priori. C'est ce que vous avez en bas à gauche de l'écran. Vous voyez la fonction dite nombre de sûreté qui, du coup, va avoir en entrée un flux de sûreté, mais ne pourra pas en produire. Et par contre, pourra produire et consommer des flux. À l'inverse, vous voyez la différence avec la fonction de sûreté et la notion de voir en entrée ou en sortie des flux de sûreté. Forcément, ce n'est pas suffisant. Pour le patron de production-consommation, il faut aller un petit peu plus loin. Aller un petit peu plus loin, c'est du coup, dans le niveau a posteriori, parler du fait que on veut identifier un certain nombre d'erreurs en plus. Donc, par exemple, identifier une fonction qui ne produit pas de flux fonctionnel, qui soit, de flux fonctionnel, pardon, une fonction de sûreté qui ne produit pas de flux de sûreté, un flux qui n'a pas de producteur et un flux qui n'a pas de consommateur. Donc, même si l'outil, et c'est ce que disait Jérôme de mémoire tout à l'heure, nous permet d'avoir ce genre de choses de manière graphique, vous pouvez bien vous rendre compte que sur un modèle qui fait, donc pour le niveau qui nous intéresse, là ici, on parle quand même de 1300 flux. Avoir sur une vue les 1300 flux pour savoir si c'est consommé ou si c'est pas produit, voilà, ça peut devenir compliqué, donc il faut passer par des scripts pour avoir ce genre de vérification. Alors enfin, pour terminer, c'est ce que disait Samuel en introduction, finalement, ce qui nous intéresse autour de ces sujets, c'est aussi la façon dont on va aller imbriquer les différents outils, les différents espaces de travail entre eux, pour assurer déjà, la première chose, c'est la consistance du grand ensemble. Où est la source de vérité? C'est finalement la question que l'on pose assez systématiquement quand on commence les démarches de modélisation. Vous avez des exigences, où est la source de vérité de l'exigence? Vous avez des modèles, où est la source de vérité des modèles? Parce que forcément, un seul outil ne peut pas tout faire. Donc, à un moment donné, il faut parler de ça. Forcément aussi, on est très persuadé de la complémentarité entre le texte et le graphique et la modélisation. Donc, aller chercher des choses qui nous permettent de manipuler cet ensemble via le langage naturel, via des bases de données de type graphe, et non plus passer par des diagrammes pour essayer de manipuler les choses. Forcément aussi la complémentarité avec l'analyse de risque et avec des logiciels, des langages qui nous permettent de vérifier et d'apporter des preuves formelles sur les aspects de sûreté. Et in fine, un grand ensemble qui est la gestion de la maturité, donc les indicateurs de progression, pour pouvoir savoir à quel niveau de maturité en sont les différents artefacts qu'on manipule, les fonctions, les exigences, les flux, les éléments et les systèmes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Régis. Alors, on a eu quelques questions durant votre présentation. Malheureusement, le timing ne va pas nous permettre d'y répondre en direct.
Donc, on va les adresser sans faute pour celles qui n'ont pas été répondues par mail par la suite. Alvina, je pense qu'on a le temps pour quelques questions, il n'y a pas de souci. Ouais. Moi, j'en ai pour moi. On empiète un peu, alors très bien. Alors, donc, Régis, une question pour vous. Sur la sémantique, avez-vous considéré l'ISO IEC IEEE 24765, version publique et gratuite, accessible sur le web en cherchant ces vocables? Alors oui, tout à fait. Donc on s'est appuyé là-dessus. Donc c'est dans le slide 5 que vous verrez. Hein. Alors du coup en termes de standard, nous on était sur la 24765 de 2017, hein, qui du coup fait partie de ces vocables. Donc oui, effectivement, on s'est appuyé là-dessus. Donc pour ceux qui connaissent ou qui ont déjà vu un petit peu, hein, il y a eu tout un travail fait au niveau de l'ISO de venir agréger et de venir du coup consolider différentes définitions de différentes normes. Donc oui, on s'est appuyé là-dessus. Après, forcément, il y a des choix qui se font, il y a des affinités. Et puis surtout, ce qui nous intéressait, c'était finalement de construire le chemin, tel que je vous ai montré dans le slide de la diapositive 5, pour relier les différents concepts entre eux, de manière à construire la sémantique. Parfait, merci. Alors, une question sur votre slide numéro 7. La représentation en arbre n'est-elle pas limitative pour représenter des dépendances et relations multiples entre éléments système ou système de système? Alors, jusqu'à présent, on n'a pas eu de limitation parce que, comme je vous l'ai dit, on couple la représentation en arbre avec la représentation location, donc, qui nous permet du coup de voir l'ensemble des dépendances qui est faite vis-à-vis de l'utilisation d'un objet. Ensuite, forcément, pour un certain nombre de travaux, notamment, on va dire, lors d'une analyse d'impact sur la variabilité, Architect nous permet du coup de gérer différentes vues en fonction des variantes sélectionnées, donc de pouvoir filtrer des choses, de pouvoir afficher des choses. Donc forcément, on va passer par d'autres mécanismes pour faire ce genre d'analyse d'impact. Hein. Donc je pense que la question était vraiment liée sur l'analyse d'impact. Donc oui, on ne pourra pas utiliser que ça. Là, mon propos était plus de démontrer de manière pratique sur Architect et l'utilisation des arbres, comment se faisait l'allocation, et elle se fait de manière très intuitive. Parfait, très bien. Et on va prendre une dernière question. A-t-on des expressions de modélisation temps réel, de points, contraintes de délai, de réactivité et tenue des échéances temporelles? Alors oui, il y en a, hein, notamment, c'était je pense Jérôme qui montrait, ou peut-être Nicolas sur la présentation précédente, qui montrait des diagrammes de séquence. Donc oui, possibilité de générer de manière automatique des diagrammes de séquence à partir d'un concept d'architecte que j'ai pas pu forcément montrer, qui sont les chaînes fonctionnelles, ou toutes les chaînes en fait, hein, qu'elles soient fonctionnelles, physiques ou autres. Donc des chaînes d'éléments qu'on peut directement transformer en diagramme de séquence et on peut mettre les contraintes d'exécution là-dessus. Je ne vous ai pas montré machine d'état, donc qui peut être aussi en termes de comportemental une autre façon d'exprimer un certain nombre de contraintes temporelles. Donc voilà, tout ça peut être intégré. Après, forcément, hein, comme je vous l'ai dit, on va chercher à externaliser l'expression de ces contraintes dans des langages beaucoup plus fins pour pouvoir ensuite les vérifier et les simuler. Donc, Architect est un support, mais ce n'est pas le seul. Parfait. Alors, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup, Régis, pour votre présentation et pour vos réponses.